Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat. On parle logement ce soir, souvent synonyme de galère pour ceux qui ne roulent pas sur l'or. Ce n'est donc pas étonnant que cette thématique occupe une place de choix dans les programmes des 6 candidats qui sont avec nous ce soir. Je leur donnerai la parole dans un instant, mais avant cela, comme d'habitude, on retrouve Michel Gaillard. La caravane passive était installée aujourd'hui place Flaget, un quartier où les loyers flambent parfois. On l'écoute. Se loger sur Bruxelles est apparemment quelque chose de compliqué pour bon nombre d'habitants. Les plus jeunes ont en tout cas renoncé à acheter, surtout dans l'immédiat. S'ils cherchent, c'est en général en dehors de la capitale. Et puis, pour ceux qui voudraient rester locataires, eh bien, c'est un renoncement. Trouver dans le quartier de son choix un prix abordable est apparemment très compliqué. Même chose pour ceux qui espèrent pouvoir bénéficier d'un logement social. Les listes d'attente sont tellement longues. Cela fait plusieurs années pour ma famille, nous a confié une Bruxelloise. Voilà donc un thème de débat que l'on va débuter sur cette grille contraignante des loyers. Faut-il instaurer une grille contraignante des loyers? C'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole. Et c'est vous, David Weitzman, pour l'EMR, qui avez décroché le numéro 1. Alors c'est très clair quand on lit votre programme. Cette grille contraignante des loyers, vous n'en voulez pas. Pourquoi ? Non, on n'en veut pas, effectivement. Je partage le constat sur le fait que c'est très difficile qu'on soit locataire social d'avoir accès à un logement ou locataire dans le privé. Effectivement, il y a beaucoup de familles, des travailleurs, parfois des pensionnés, qui n'ont pas accès finalement au logement. Mais on n'est pas favorable à ce mécanisme contraignant qui impose, qui aurait un impact directement auprès des petits propriétaires qui fixent finalement leur loyer en fonction de leur prêt hypothécaire. Mais ce n'est pas non plus quelque chose d'efficace, ce n'est pas quelque chose qui a fonctionné. Nous, on est favorable et on a plaidé depuis 15 ans pour une allocation de loyer, c'est-à-dire que pour aider ceux qui sont dans le besoin. On plaide également pour dynamiser le marché du logement moyen, pour créer beaucoup plus de logements moyens et revoir également les conditions d'accès au logement moyen. Et on plaide également pour que les logements vides soient donnés finalement ou soient loués aux locataires des logements moyens par un mécanisme qui pourrait être organisé par les agences immobilières sociales. Alors Françoise de Smet, bonsoir, vous avez tiré le numéro 2, vous êtes tête de liste PTB et au contraire, vous c'est un des points principaux de votre programme, cette régulation obligatoire des loyers, vous l'indiquez noir sur blanc, vous voulez une grille contraignante au niveau régional qui se base sur le revenu médian. C'est la seule manière pour vous de réguler les loyers ? Oui, absolument. Donc on a vu une flambée des loyers ces dernières années à Bruxelles. Donc on a un décrochage entre l'évolution des revenus des Bruxellois et des loyers. Et donc il y a eu plusieurs témoignages que vous avez déjà relayés qui le montrent. Ça devient de plus en plus difficile pour les Bruxellois de se loger. Et donc on pense que, donc à l'heure actuelle, il n'y a aucune règle en fait qui existe sur le marché locatif. Il y a une grille indicative. Indicative, mais donc ça vous rappelle juste que vous payez trop cher, mais ça je pense que tout le monde s'en rend compte. Donc on veut rendre une grille contraignante. Donc ça veut dire qu'avec ce système-là, on veut vraiment faire baisser les loyers. Ça, je pense que c'est très important pour les gens. Et par exemple, si vous faites raccrocher de nouveau l'évolution des revenus avec les loyers, en fait, avec notre système, quand vous avez un loyer moyen de 700 € à l'heure actuelle, ça le ferait baisser de 130 € par mois. Donc, avec cette mesure, en fait, on redonne 500 millions d'euros par an de pouvoir d'achat aux familles. Alors, je ne suis évidemment pas d'accord avec ce que M. Weitzman disait. C'est un système qui a fait ses preuves. À Berlin, c'est en application depuis les années 70. Aux Pays-Bas, c'est un système qui fonctionne très bien. Il y a 93% des loyers qui sont encadrés. Et vous devriez d'ailleurs vous inspirer, M. Weitzman, aussi, parce qu'aux États-Unis, qui est quand même un pays très libéral, il y a l'État d'Oregon qui a décidé aussi d'encadrer ces loyers. Alors, Marc-Jean Geisels, bonsoir. Vous êtes 5e de la liste PS. Et cette grille, ce mécanisme obligatoire d'encadrement des loyers, on le trouve aussi dans votre programme, une grille de référence qu'on élabore scientifiquement et les loyers pratiqués ne pourraient pas dépasser 10% de ce prix de référence sur la même longueur d'onde du PTB sur ce point-là. Moins contraignant quand même, puisque nous voulons créer un système de commission paritaire entre bailleurs et locataires et permettre, en cas de dépassement, d'avoir une commission d'arbitrage qui pourrait déterminer si on est dans les références ou pas. On la rend contraignante de toute façon pour ce qui est les loyers soumis à l'allocation loyer.
Et je pense qu'il faut y aller de toute façon par étapes, mais dans le système qu'on propose, on demande de toute façon une évaluation au bout d'un certain temps de fonctionnement. Alors, Antoine de Bormann, bonsoir. Vous représentez le CDH, vous êtes 71e de liste. Et là encore, j'ai bien lu votre programme. Vous non plus, comme pour le MR, ça ne se trouve pas, cette grille obligatoire d'encadrement, ce mécanisme obligatoire d'encadrement des loyers. Vous trouvez qu'une grille indicative, ça suffit? Est-ce qu'elle a fait ses preuves, selon vous, cette grille? Mais d'abord, cette grille indicative, on l'a effectivement mise en œuvre, nous, le CDH, au sein de ce gouvernement bruxellois, et elle a des effets. Puisqu'aujourd'hui, elle est utilisée comme référence pour déterminer si effectivement les loyers sont trop élevés ou trop bas. Et donc aujourd'hui, par exemple, des juges de paix utilisent cette grille indicative comme référence. Mais vous savez, c'est un petit peu comme quand vous vendez votre voiture. Alors vous allez regarder dans le moniteur automobile si le prix que je demande est justifié ou pas. Et bien aujourd'hui, c'est la même chose, ça a vraiment un effet. Par contre, avoir une grille obligatoire qui ferait que les prix seraient imposés, non seulement le Conseil d'État nous a dit que c'était une contrainte qui était disproportionnée sur les propriétaires, mais en plus, ça risquerait d'avoir quoi comme effet? Le fait de diminuer finalement les investissements dans le secteur immobilier. Alors que l'on sait que si les loyers aujourd'hui sont trop élevés, c'est surtout parce qu'il manque d'offres. Donc il faut pouvoir soutenir justement le fait de créer davantage de logements et donc soutenir aussi le fait que les propriétaires puissent investir dans ces logements-là. Alors Zoé Genot, bonsoir. Vous êtes 72e de la liste écolo. On aurait pu croire que cette proposition d'encadrement obligatoire de loyer se retrouverait dans votre programme. J'ai bien lu, je ne l'y trouve pas. Est-ce que vous avez c'est une thématique qui ne vous semble pas opportune? L'encadrement obligatoire nous paraît une mauvaise solution parce que ça veut dire que la moitié des loyers devrait augmenter pour atteindre le niveau de la grille. L'autre moitié descendrait. Et donc là, ça ne nous paraît pas le bon mécanisme. Par contre, donner un vrai outil pour que les locataires qui se rendent compte qu'ils payent des prix complètement absurdes pour des minuscules logements puissent avoir un recours. Et donc la grille indicative, ce n'est pas un vrai outil selon vous? La grille indicative est un vrai outil, mais uniquement si on peut avoir un recours quand on paye trop cher, qu'on puisse aller devant la commission paritaire, un juge pour pouvoir dire « je paye trop cher, descendez mon loyer ». Et d'ailleurs, on l'a proposé au Parlement. En juillet 2017, on a revu la loi sur le bail et on a proposé au Parlement les deux mécanismes. D'abord, la commission paritaire où siégeraient des propriétaires et des locataires et qui pourraient rabaisser les loyers vraiment abusifs. Et deuxièmement, on a proposé que, comme la commission paritaire avait été refusée par la majorité, on a proposé qu'on puisse faire un outil pour qu'il puisse aller devant le juge et exiger devant le juge que le juge rabaisse quand le loyer est vraiment trop cher. Et malheureusement, là aussi, nos amendements ont été rejetés. Pourtant, ça nous paraît vraiment des mécanismes importants en région bruxelloise. Les petits loyers sont ceux qui ont le plus flambé. Alors, Emmanuel Debock, vous terminez donc ce premier tour de parole. Et là encore, dans votre programme, on ne trouve pas cet encadrement obligatoire des loyers comme d'autres sur ce plateau. Vous n'y croyez pas ? Oui, tout simplement parce que c'est une mesure qui, en fait, finalement, oppose de nouveau les propriétaires aux locataires. Or, on a besoin des deux en région bruxelloise. On a un tissu important de petits propriétaires, et Mme Genot l'a rappelé, qui d'ailleurs pratiquent des prix inférieurs, en fait, à la grille indicative. Donc, la grille indicative obligatoire aurait pour effet d'augmenter pour la moitié des locataires les logements. Elle aurait un effet pervers aussi pour l'autre moitié, c'est que des propriétaires qui sont au-dessus finiraient par ne plus faire d'investissement dans leurs biens, ce qui serait au détriment des locataires. Enfin, je pense que c'est une mesure qui, finalement, s'attaque au mauvais bout au problème de la dualisation de la région bruxelloise. Effectivement, il y a un appauvrissement d'une certaine partie de la population bruxelloise. Nous pensons qu'il vaut mieux encourager finalement le pouvoir d'achat des Bruxellois, augmenter le pouvoir d'achat, baisser la taxation et finalement permettre aux Bruxellois d'avoir plus d'argent à consacrer à leur logement par l'effet d'une bonne gestion et des baisses d'impôts sur ce que les Bruxellois payent aujourd'hui. Alors Françoise de Smet, sur ces arguments qui disent que finalement ça entraînerait une diminution des investissements dans l'immobilier et donc ça précariserait peut-être encore plus certains locataires dont l'immeuble ne serait pas rénové à cause de ces grilles obligatoires. Ben, on a quand même plusieurs témoignages justement de petits propriétaires parce que j'insiste vraiment qu'on n'est pas du tout en train de les pénaliser dans cette histoire, qui nous disent justement, oui, je pratique effectivement des prix en dessous du marché et je vois que mes locataires restent plus longtemps chez moi de cette manière-là. Ils quittent moins souvent parce qu'ils arrivent à payer le loyer. Et de cette manière-là, en fait, ça engendre aussi moins de coûts pour les petits propriétaires qui doivent
moins souvent faire des travaux de rénovation entre locataires et qui nous disent, bah oui, nous on s'y retrouve mieux comme ça en fait. Ça nous permet de tenir nos locataires plus longtemps et on s'y retrouve mieux au niveau des finances. Ouais, Marc-Jean Gaïssès, même question pour vous par rapport aux investissements. Mais je pense que la proposition qui a été faite par le ministre-président Vervoort sur l'assurance logement bruxellois est une bonne chose parce qu'on va essayer d'aller vers un système comme en matière de soins de santé, où on va essayer de conventionnaliser les bailleurs. Donc, c'est-à-dire les bailleurs vont s'engager non seulement à avoir un logement décent qu'ils mettent à disposition, à respecter la grille de référence des loyers. En échange de ça, ils auront une garantie de percevoir les loyers, même s'il y a un problème et une défaillance éventuelle du locataire. Donc c'est le pouvoir public qui supplée et qui se retourne après vers le propriétaire. Le pouvoir public incite les bailleurs et les locataires, au travers d'une commission paritaire, à générer intelligemment, et je crois que la remarque qui a été faite, c'est vrai que les gens qui louent à un loyer raisonnable par rapport à la qualité du bien, eh bien ils gardent leurs locataires plus longtemps, et au final, ils sont aussi gagnants. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut inciter à faire. David Weissman. Ici, c'est la démonstration que finalement, ce qui est le mieux, c'est simplement de permettre aux locataires et aux propriétaires de s'entendre, puisque certains, effectivement, propriétaires mettent un prix inférieur et finalement gardent le locataire plus longtemps. Mais on en est là aujourd'hui uniquement parce qu'on a un échec, en tout cas ces 15 dernières années, des politiques publiques en termes de construction et rénovation, notamment de logements moyens. Parce que finalement, s'il y a une augmentation des prix, c'est principalement parce qu'il n'y a pas assez d'offres aujourd'hui sur le marché. Et donc, on en est à essayer de trouver des compensations, notamment par la location de logement, pour aider ceux qui sont en difficulté, alors qu'évidemment, il faut aider les investisseurs et le marché à construire et à rénover davantage de logements moyens. Oui, Antoine de Bormann, on parlera donc de la construction de logements publics, on y viendra dans ce débat, mais puisque vous êtes attaqué, que vous faites partie de la majorité, une politique insuffisante en matière de construction de logements publics, une première réponse rapidement. Mais clairement, il n'y a pas de solution miracle à la crise du logement. Par contre, lorsqu'on multiplie les différents types de solutions, on peut effectivement faire des miracles. Et c'est ce qu'on a fait sous cette législature. Des miracles. On a multiplié le type d'outils que l'on peut utiliser. Parce qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant des années, on a cru que la seule solution pour créer du logement public, c'était d'avoir un terrain vide sur lequel on allait faire un immeuble. Eh bien, on a développé d'autres types de solutions. Par exemple, le fait de racheter des logements clés sur porte pour pouvoir directement les mettre sur le marché du logement social, pouvoir aussi développer les agences immobilières sociales. C'est vraiment un win-win, justement, pour que le propriétaire et le locataire aient un intérêt. Le propriétaire, il a une assurance que le loyer sera payé. Le locataire, il a un loyer modéré. Et cette allocation de loyer, je termine par là, parce qu'effectivement, on en a parlé pendant longtemps, mais nous, au CDH, on l'a fait. C'est un instrument qu'on peut utiliser et qu'on souhaite avant tout garantir pour l'avenir. Alors l'allocation loyer, on va en parler dans un instant, mais on va se demander quels instruments à mettre en place pour rendre les loyers plus supportables. Mais avant d'entamer ce débat-là, on va entendre des citoyens et pour ceux que nous avons rencontrés, il y a urgence, il faut agir. Je trouve que la partie logement du budget est évidemment trop grande. Au moins la moitié, entre la moitié et les 2/3 du budget mensuel, quoi. Je pense qu'il faudrait un peu plus de contrôle aussi, parce que je sais que quand je cherchais mon appartement, parfois je voyais des prix de studio de 30 mètres carrés à 900 €, et ça, je trouve ça quand même un peu exagéré de payer ce prix-là. Ça augmente chaque année, effectivement, avec l'index. Alors c'est toujours 2 fois rien, mais en fin de compte, les loyers deviennent excessivement chers, surtout si on veut habiter au centre de Bruxelles, oui. On se demande parfois les prix, pourquoi autant pour ce qu'on a. C'est trop exagéré, les gens en profitent. Les propriétaires en profitent. Et pour mes fils qui sont étudiants, qui vont bientôt s'installer, qui vont bientôt entrer dans la vie active, je ne sais pas comment ils vont faire. Oui, c'est trop cher, oui. Eh oui, trop cher, ça revient comme un leitmotiv. Emmanuel Debock, vous parlez aussi dans votre programme de cette allocation de loyer qu'il faut développer. Vous dites 5000 personnes pourraient en profiter. 5000 personnes, vu l'urgence du problème, ça paraît peu. Alors oui et non, parce qu'il y a un ensemble de mesures qui peuvent répondre à la crise du logement social. En particulier, il y a effectivement les agences immobilières sociales, il y a l'allocation généralisée, on l'avait proposé avec le MR, et c'est vrai que c'est ce gouvernement-ci qui l'a mise en place. Par ailleurs, il y a d'autres mécanismes qui peuvent permettre en fait d'augmenter les surfaces aujourd'hui mises à disposition du public. Je pense notamment aux logements vides. Il y a aujourd'hui à Bruxelles 15 000 logements qui sont vides, pour lesquels la consommation d'eau est inférieure à quelques litres d'eau. C'est la mobilisation en réalité de ces espaces-là
qui devraient être remises. Oui, mais ça, on le dit depuis très longtemps et on a l'impression qu'il manque une volonté politique pour lutter contre ces immeubles abandonnés, parce qu'on peut avoir cette impression tant ça se retrouve de campagne électorale en campagne électorale dans les différents programmes, puisque dans tous les programmes, on trouve la lutte contre les logements abandonnés. Pour moi, c'est l'enjeu numéro 1, mais pas seulement. Il faut savoir aussi que dans le logement social, il y a par exemple 9000 chambres vides. Et donc, si on arrivait maintenant à faire rencontrer l'offre et la demande, ça permettrait en réalité d'accroître l'espace public que l'on pourrait dédier aux personnes les plus précarisées, et donc finalement d'avoir 2 à 3 000 logements supplémentaires et de faire baisser de 10% la liste d'attente du logement social. 10% de moins dans la liste d'attente sociale. Il y a beaucoup de familles monoparentales aujourd'hui qui se retrouvent en fait en demande et qui n'ont pas de logement social de référence. Alors Zoé Genot, l'allocation loyer, on la trouve aussi dans votre programme. Certains disent que c'est critique, en disant voilà, c'est un cadeau que l'on fait aux propriétaires, cette allocation loyer qu'on va donner aux locataires. Vous répondez quoi à ça? Très clairement, si ce n'est pas dans le cadre d'un encadrement des loyers, c'est le cas. En France, ils ont fait des allocations loyers, et donc quelqu'un qui pouvait payer 600 €, avec son allocation de 150, il pouvait payer 750, et les propriétaires ont monté les loyers à 750, et donc de fait, la personne a toujours dû payer 600, et sa situation ne s'est absolument pas améliorée. Donc ça, c'est clairement, on veut éviter. Et donc nous sommes pour en même temps avoir notre système de commission paritaire qui contrôle les loyers et qui peut les rabaisser quand ils sont trop hauts. Donc ça veut dire qu'un locataire ne pourrait pas avoir d'allocation loyer si son loyer ne s'inscrit pas dans la grille de référence, dans cette grille indicative. Ça, c'est le système actuel. Donc dans le système actuel, il y a environ 3000 allocations loyer à 160 €, et ce n'est que pour les gens qui ont un loyer bas qui est dans la grille. Mais si vous êtes locataire, vous avez un loyer trop haut, mais pour l'instant, vous ne savez rien faire. Vous ne savez pas faire redescendre ce loyer. Et donc c'est là le problème. L'allocation loyer n'est utile que si en même temps vous avez un système qui fait que le petit locataire a un recours pour faire baisser son loyer au niveau de la grille. À l'heure actuelle, les gens vont être punis 2 fois. Ouais, ils n'auront pas l'allocation loyer et ils n'auront pas un loyer convenable. Donc alors, punis 2 fois. Quand on entend Zoé Genot, on a l'impression que cette allocation de loyer, elle manque un peu son objectif. Elle ne permet pas de descendre des loyers les plus hauts. Ben, pas du tout. Donc l'allocation loyer, c'est vraiment une aide pour justement permettre aux personnes de manière autonome de se trouver un logement. On croit toujours que la solution de la crise du logement, c'est que le public vient donner un logement à tous ceux qui sont en demande. Ici, avec l'allocation loyer, il va pouvoir lui-même chercher effectivement son logement. Maintenant, il y a un autre problème, effectivement, c'est que les revenus restent trop bas ici à Bruxelles. Et donc, nous souhaitons aussi faire un effort particulier pour soutenir les bas et les moyens revenus, parce que ça va permettre aussi, justement, de permettre d'accéder à ce logement. Et enfin, le vrai problème, c'est le manque de logement. Et donc, il faut absolument soutenir l'offre de logement. Et un des problèmes en particulier, c'est que lorsqu'on octroie un permis d'urbanisme, la durée d'octroi est beaucoup trop longue. Aujourd'hui, il faut parfois attendre plus d'1 an avant que le permis soit délivré. En Wallonie, ça prend parfois 2 mois, 3 mois pour que le permis soit délivré. Il y a seulement 5% des permis en Wallonie qui sont délivrés au-delà des délais de rigueur. On l'a fait en Wallonie, on voudrait le faire ici à Bruxelles aussi. Alors, Marc-Jean Gaïssels, allocation de loyer, on la trouve aussi dans le programme du Parti Socialiste, tout comme la dynamisation des agences immobilières sociales. On le trouve effectivement ça dans tous les programmes. Ceci dit, les propriétaires, ils sont rebutés de mettre leurs biens à disposition d'une agence immobilière sociale à cause du loyer trop bas qui leur est offert. Est-ce qu'il faut revoir les barèmes de ces loyers? Ils sont plus si rebutés que ça, puisqu'en 2 ans, on a augmenté les biens en location de 7% dans cette catégorie de... Oui, mais face à l'urgence, qui est énorme. D'accord, mais je veux dire, on a toute une série de mesures. On a l'allocation loyer, on a l'accélération des procédures. Il faut trouver des formules, parce que c'est vrai, ce que M. Westman disait, c'est que ça prend énormément de temps, mais c'est toujours des dossiers extrêmement complexes. Il faut aussi lutter contre la frilosité de certaines communes. Et donc, moi, je suis désolé, mais la commune de Woluwe-Saint-Pierre, avec le dossier dont on connaît historiquement les Dames Blanches, voilà, oui. on revient à ça. C'est 500 logements qui devraient être construits. Maintenant, Écolo est dans la majorité aussi à Woluwe-Saint-Pierre. Il faudrait que ce dossier se débloque. Ils étaient déjà dans la précédente législature. Oui, d'accord, aussi, mais donc il faudrait quand même qu'on vienne autrement qu'autour d'une table en disant on a telles intentions, on va faire ça. C'est au moins entre 250 et 300 logements sociaux
en plus à Woluwe-Saint-Pierre. On a vraiment l'impression qu'il y a un blocage là du parti qui est en plus le même parti que la ministre du Logement à Donc à il y a le Bruxelles. CDH également. Oui. On va vous permettre de répondre par rapport à ça. Entre discours de campagne, entre discours de campagne électorale et réalité des faits, votre réponse, Joël Genot, puisqu'Écolo est dans la majorité à Woluwe-Saint-Pierre, on freine pour le développement de ce terrain qui pourrait accueillir, à entendre M. Geisel, 500 logements publics. Au contraire, c'est le ministre Doulkeridis qui a remis ce dossier ça date, etc. Alors, Tout à fait, en disant il faut construire ici. Et on était même avec des projets, on était plutôt aux alentours de 1000 est-ce que la commune logements. freine des quatre fers? Très clairement. La commune a peur d'avancer dans le domaine. Écolo fait sous partie, pression des villas qu'il y a autour. Et à un moment, il faut aller au bras de fer et il faut pouvoir. Donc votre examen de conscience, Écolo, dans ce dossier à Woluwe-Saint-Pierre, en tout cas, n'est pas assez est trop frileux, si je vous entends bien. Ils ont lancé toute une série de démarches participatives, etc., qui ont permis d'avancer, mais à un moment, il faut passer à l'étape supérieure. Antoine de Bormann. Mais simplement, moi j'ai constaté lors des élections communales aussi que même la candidate socialiste tête de liste à Woluwe-Saint-Pierre disait mais non, on n'est pas sûr de vouloir vraiment du logement à cet endroit-là. Donc on voit qu'en réalité, cette question-là, elle habite les habitants de Woluwe-Saint-Pierre. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse effectivement développer du logement là, mais qu'il soit intégré par rapport à l'environnement et qu'il soit de qualité, parce qu'on parle beaucoup ici de quantité du logement, mais je pense qu'il faut être aussi attentif à sa qualité. Sa qualité, c'est-à-dire des logements qui sont performants sur le plan énergétique, qui sont aussi performants sur le plan du lien qu'il crée avec l'environnement et avec ce qui entoure justement Woluwe-Saint-Pierre. Le MR qui est dans l'opposition à Woluwe-Saint-Pierre freine aussi des quatre fers par rapport au développement de ce projet-là. Donc effectivement, ici, on est tous à dire qu'il faut, vous êtes tous à dire qu'il faut construire des logements publics, et puis dans la réalité, parfois c'est beaucoup plus compliqué sur le terrain, David Weitzman. Mais dans la réalité, c'est évidemment compliqué, et cette petite guéguerre est complètement ridicule. En fait, on voit bien que ce gouvernement, comme les gouvernements précédents, essaie de déployer les mêmes politiques que dans les années 50-60. Le problème, c'est pas de la construction de logements sociaux, ni de logements moyens. Le problème, c'est la concentration de ces logements. Cette concentration de ces logements amène peu de mixité sociale dans le quartier. Et effectivement, les habitants ont parfois peur. Et donc, ce qu'on propose depuis des années, c'est non seulement effectivement d'avoir cette allocation qui effectivement a été mise en place il y a un mois, donc on est encore loin de la mettre en œuvre. Et deuxièmement, s'assurer qu'il y ait des petits logements qui soient construits partout sur le territoire de la ville de Bruxelles. Sincèrement, un gamin qui naît aujourd'hui dans une famille, dans une tour de logements sociaux, il n'a pas les mêmes chances qu'un gamin qui naît dans un appartement, dans une AIS, entre quelqu'un qui travaille à la Commission européenne ou quelqu'un qui travaille comme ouvrier quelque part. Donc on doit faire en sorte, l'objectif de mixité sociale est important, on doit faire en sorte de construire des petites unités, voire de racheter des petites unités. Et il se plante complètement en construisant encore et encore des grands tours de logements sociaux. Alors, Françoise de Smet, on ne vous a pas encore entendu sur ce sujet. L'allocation loyer, d'abord, pour vous, c'est une bonne chose ou il faut la remettre en cause ? Mais ça peut être un élément positif à partir du moment où effectivement les loyers sont encadrés, parce que sinon vous donnez en fait encore un levier pour pouvoir augmenter les loyers de la part des propriétaires. Mais pour revenir sur le logement public, pour nous c'est pas une question que c'est compliqué. Il y a des choix politiques qui sont faits aussi dans les différentes communes à Bruxelles. Donc je vais reprendre, je sais que je parle beaucoup de cet exemple-là, mais il est assez emblématique. On a le site de Tour et Taxi à la ville de Bruxelles. Donc c'est un des grands terrains fonciers qui nous reste au niveau de la région. Donc au départ, il y avait des plans qui prévoyaient la production de logements sociaux dessus. On en arrive aujourd'hui à un terrain qui a été vendu à un promoteur privé avec 0 logement social qui sera produit dessus. Et un terrain donc qui appartient au privé actuellement. Oui, mais qui était public à la base. Donc on aurait pu très bien, les pouvoirs publics auraient très bien pu décider de ce qu'ils faisaient dessus. Donc là, on rate vraiment une occasion de pouvoir, parce que je rappelle quand même, il y a 44 000 familles qui attendent un logement social. Ils attendent parfois plus de 10 ans pour en avoir un. On rate l'occasion. Et là, il y a des choix politiques clairement qui sont faits. C'est pour ça qu'avec le PTB, on a la proposition d'imposer via les charges d'urbanisme un tiers de logements sociaux produits. On va en parler de la construction de logements sociaux. Je vous donne encore brièvement la parole et puis on passe à autre chose. Emmanuel, c'est l'enjeu de la mixité sociale qui est le plus important. Il faut éclater le logement social dans la ville et ne pas faire des cités ghettos. Or, la vision qu'on nous présente, c'est effectivement de mobiliser les rares espaces qui restent pour du logement social et rien que du logement social ou avec une pointe de logement moyen.
moyen. Madame de Smet, hein. Avec un petit peu de logement moyen, juste pour faire plaisir. Et donc, en l'espèce, il y a éclater le logement social, et 2, construire des plus petites unités d'une chambre, par exemple, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans ma commune, 45% de la demande, ce sont des familles monoparentales ou des personnes isolées. Hein, pour que tout le monde le sache. Et donc, dans le sud de Bruxelles, la liste d'attente va 2 fois plus vite pour les grandes familles aujourd'hui que pour les familles avec. Je vous vois faire de grands yeux. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on construit, la CLLP construit plus. Mais pas dans les autres communes. Alors, je vous ai vu faire de grands yeux. Vous aussi, Zoé Genot, une réaction rapide. Quand on a, comme la dame qu'on a vue dans le reportage, on va d'ailleurs diffuser un petit extrait dans un instant. On a besoin d'un logement pour loger 5 enfants. Là, on a des très longs temps d'attente parce qu'il y a dans le temps, on ne construisait pas des logements avec beaucoup de chambres. Et donc, il y a vraiment quasiment pas. Dans les nouvelles unités qui ont été construites, on a fait des petites unités pour les ménages de personnes seules ou les ménages de 2 personnes, mais on a fait des grands pour 4, 5, 6, 7 chambres, mais c'est vraiment pas assez. Mais la réalité, c'est bien celle-là, parce que quand on s'inscrit, on ne choisit pas juste sa commune, on doit accepter le logement qu'on vous donne, peu importe dans quelle commune il tombe. Vous voyez réagir. C'est ce que je vous dis, c'est pas dans une seule commune. Je réagis parce qu'entre ce qui est dit et la réalité, c'est vraiment un monde de différence, et malheureusement, c'est pas un miracle, pour le moment, c'est plutôt une catastrophe. J'ai des présidents des logements sociaux, et la région bruxelloise nous impose, à la ville de Bruxelles, la région bruxelloise nous impose à construire des immeubles de logements sociaux. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est ce que vous avez fait, Monsieur De Bock, ces dernières années. Ce qu'on souhaite, au contraire, c'est permettre notamment dans ces grands immeubles, parce que maintenant il faut résoudre le problème, dans ces grands immeubles, de permettre aux locataires sociaux de pouvoir acquérir le logement et en même temps acheter, plic-ploc, là où c'est nécessaire, là où ça peut se faire, des petits appartements, ce qui permettrait d'avoir une véritable mixité sociale, exactement l'inverse de ce que vous avez fait, à l'exception des vous étiez en majorité à la ville de Bruxelles, c'est vous qui avez donné les permis. Nous sommes un peu perplexes, Monsieur Geisel, vous aussi. Les logements sociaux sont une compétence exclusive de la région bruxelloise. Pendant 12 ans à la majorité bruxelloise. Je suis perplexe parce que, c'est hallucinant. Pour répondre à M. Weissmann, le cas des Dames Blanches, c'est justement pas des grands immeubles de barres de logement. Mais il y en a combien, monsieur, dans les Dames Blanches? Il y a 11 hectares, Dames Blanches. Oui, mais combien pour 500 à 1000 hectares. Combien d'appartements sociaux? 250. Et vous trouvez que 250, c'est pas un complexe de logements sociaux? Sur 11 hectares, monsieur. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait 250 en plus sur toute la commune, par exemple. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'avec les AIS, justement, on répond à ce demande d'éclatement et de logements diffus dans la ville. Alors, on parle donc du logement social et la construction de nouveaux logements sociaux. Avant de poursuivre, je vous propose d'entendre le témoignage donc d'une femme qui vous interpelle directement. C'est une maman de 5 enfants. Elle vit avec son mari dans un appartement beaucoup trop petit, perclus d'humidité à certains endroits, et elle paye 750 € par mois. Elle est inscrite sur liste d'attente des sociétés de logements sociaux depuis des années et elle ne sait plus quoi faire. Elle vous lance cet appel. Je me demande et je me pose toujours des questions. Est-ce que les autorités ils sont vraiment là pour nous? Je vois que j'ai vraiment passé tout mon temps à aller chercher des logements sans vraiment avoir quelque chose de concret. Je pars dans les logements sociaux, on est radié. On fait des années, on est radié. Dans les AIS, on nous dit que pour avoir un logement, il faut 4 ans d'attente. C'est pour ça que j'ai posé cette question aux autorités, parce que franchement, moi, je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc quelle réponse? Un chiffre seulement qui est tiré du programme de défi. Le 1er janvier 2005, il y avait 21 435 ménages en liste d'attente pour un logement social. Le 1er janvier 2018, ils étaient presque 42 000. Antoine de Bourman, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à construire plus de logements sociaux dans cette région? Mais donc d'abord, moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une solution de logement pour tout le monde. Ça peut passer par le logement social, ce n'est pas nécessairement la seule solution. D'abord, il faut rénover les logements sociaux. Jamais, sous une précédente législature, on avait dégagé autant de moyens pour rénover les logements sociaux qui existent. Mais on a soulevé tout à l'heure une discussion sur le type de logements sociaux. Lorsqu'on construit des tours, c'est beaucoup plus compliqué justement de faire cette rénovation, parce que vous devez alors justement faire des opérations de tiroirs
pour sortir les propriétaires. Et donc, pour l'avenir, c'est ça qui est aussi important, c'est de construire des logements sociaux, mais en étant attentif à leur intégration, à ne pas faire uniquement des tours. Moi, j'ai connu un vice-président socialiste qui faisait l'apologie des tours de logement dans le passé. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement ça qui permette non seulement de répondre aux besoins de tout le monde, Charles Piquet, mais en plus, je pense que ce n'est pas nécessairement ça qui crée du lien non plus entre les habitants. Vous savez, que ce soit dans le logement social, que ce soit dans un autre type de logement, ce qui est important, c'est aussi que les habitants soient en lien les uns avec les autres, qu'il y ait des formes d'entraide, outils qui se mettent en place parce qu'on sait identifier qui habite où. Dans une tour de logement, ce n'est pas nécessairement évident. Donc il faut rénover et aussi développer évidemment plus de logements sociaux. Ça, c'est effectivement une évidence. Oui, mais comment ça se fait qu'on en construit si peu? C'était ça ma question. Et qu'est-ce qui fait que ça va changer à l'avenir? D'abord, on en a créé plus sous cette législature que ce qu'on a fait auparavant, puisque cette législature, c'est 1500 logements sociaux qui sont arrivés. On n'était pas sous ce niveau précédemment. Mais en plus, il faut multiplier les solutions. Je le disais par exemple, en achetant directement du logement clé sur porte qui a déjà été construit auparavant. Lorsque vous partez d'un logement, d'un terrain qui est totalement vide, c'est plus compliqué. Lorsque par exemple aussi on reconvertit des bureaux en logements, là effectivement on part de ce qui existe et donc c'est beaucoup plus facile de créer davantage de logements de cette manière-là. Alors Marc-Jean Geissels, dans le programme du PS, on parle d'un plan Marshall pour le logement en Wallonie mais aussi à Bruxelles. J'ai l'impression d'entendre Alain Hutchinson il y a une dizaine d'années quand il disait qu'il fallait un plan Marshall pour le logement. Comment ça se fait qu'on en est encore là aujourd'hui? Et sur les 5000 logements qu'il avait annoncés, on arrive presque à les avoir aujourd'hui. C'est vrai que ça prend énormément de temps. Je crois qu'il faut vraiment une simplification des procédures. Moi, dans ma commune, il y a ce qu'on appelle les blocs jaunes qui sont bien connus à HEC de Nerstal. On a entamé le dossier, on a demandé aux locataires, le foyer qui gérait ça, de quitter les logements il y a plus de 8 ans. Et les procédures de marché public, les dépassements budgétaires ont fait que c'est seulement aujourd'hui que les travaux se terminent et que les gens vont mais pouvoir... Mais ça ne risque pas de changer à l'avenir, Marc-Jean. Alors, je crois qu'il y a aussi, il y a d'ailleurs les mandataires socialistes au niveau européen qui ont lancé une pétition parce qu'on a des problèmes aussi avec les directives qui nous imposent des respects assez stricts et qui alourdissent encore les procédures. Donc il faut aussi travailler au niveau européen pour assouplir ces procédures et pour donner des possibilités prioritaires. On a eu un plan école qui a bien fonctionné, en tout cas de l'expérience que j'en ai, où on a mis vraiment les moyens pour faire progresser les dossiers et les suivre vraiment pas à pas. Je crois qu'il faut le faire pour le logement aussi. Alors un chiffre encore, c'est toujours tiré de votre programme, Emmanuel Debock. Plan logement, 5000 logements publics prévus. Alliance Habitat, 6700 nouveaux logements prévus. Fin 2007, sur ces deux programmes, 1325 logements réalisés. Ça veut dire 110 par an. On est atterré quand on lit ces chiffres et on ne voit pas comment on va faire pour créer plus vite du logement. Mais on l'a dit parce que d'abord on a consacré énormément à la rénovation. Il faut savoir que l'injustice du logement social, c'est que certains locataires payaient plus cher en charge leur logement que le prix du loyer. Et donc ça, c'était un véritable scandale. La deuxième chose, non, ce n'est pas du tout le cas, monsieur Wetzmann. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut concevoir le logement social et de manière évolutive par rapport à la taille des ménages. Quand vous arrivez dans le logement social avec vos 3 enfants et que 20 ans plus tard, vos enfants sont partis et que vous vous retrouvez dans un 3 chambres, ça vous coûte beaucoup plus cher évidemment d'entretenir un logement trop grand pour vous. Et donc pouvoir faire en sorte que les gens mutent, la mutation des logements sociaux, elle est très importante. Faire passer quelqu'un qui finit sa vie seul dans un logement, une chambre plutôt que de 3 chambres, va permettre effectivement de libérer un certain nombre de logements pour accueillir effectivement les gens qui sont coincés dans la liste d'attente. Et cet enjeu-là, je le répète, c'est 9000 chambres vides aujourd'hui. 9000 chambres, c'est en moyenne 4000 logements. Il y a 4000 logements, c'est 10% du parc locatif qui, en fait, pourrait être mobilisé si simplement on accélérait les procédures de mutation des personnes qui, aujourd'hui, n'ont plus la taille de leur logement, sont plus petits, en l'occurrence, le marié décédé ou il y a une séparation. Et on peut, effectivement, répondre rapidement à une demande qui est effectivement prégnante. Alors vous avez entendu le cri de cette dame qui demande une solution. Demain, dans une majorité, que pouvez-vous lui répondre pour lui dire vous aurez peut-être plus vite un logement social qu'aujourd'hui? D'abord, j'invite tous les téléspectateurs à envoyer un email à M. Debock pour tous ceux qui payent effectivement une facture énergétique presque similaire dans le cas des logements sociaux à leur loyer, parce que c'est toujours une réalité aujourd'hui importante. Certes, il y a eu des rénovations, mais certainement pas aussi massives qu'on aurait pu le souhaiter. Je crois qu'il y a deux dogmatismes qui doivent tomber de la part de ce gouvernement. Premièrement, certes, la concentration des logements sociaux est une excessivement mauvaise chose, mais également, on peut répondre à l'objectif, la mission de service public ou l'objectif politique d'atteindre des logements sociaux, donc permettre aux gens de se loger sans spécialement que les pouvoirs publics ou la gauche en particulier souhaitent
construire les logements sociaux, rénover les logements sociaux et gérer les logements sociaux. Parce que ça, c'est ça qui ne fonctionne pas. Si on permettait notamment, moyennant des simplifications administratives ou moyennant des réflexions urbanistiques plus simples, au privé par exemple, de construire 5 à 10% de plus, et moi je suis très favorable à ce qu'on puisse racheter, comme je l'ai dit, plic-ploc des logements sociaux à gauche, à droite, je suis totalement favorable, ça permettrait notamment à répondre à cet objectif-là. Des partenariats publics-privés Des partenariats publics-privés, pas que pour ça, parce que tout à l'heure mon collègue a parlé des écoles, allez voir les partenariats publics-privés qui ont permis de rénover massivement les écoles en Flandre et regardez malheureusement le constat triste des écoles en région bruxelloise. Ce type de partenariat public-privé permet d'utiliser des fonds financiers privés qui investissent et qui permettront surtout non seulement de répondre à la pénurie de logements sociaux, parce que c'est ça, ou même de logements moyens, parce qu'on parle de sociaux et d'une file d'attente de 45 000, mais on ne parle pas des centaines de milliers de familles qui ont des difficultés pour trouver aussi du logement moyen et qui quittent finalement Bruxelles. Alors Françoise de Smet, séduite par ce projet que le privé construise du logement social en partenariat avec le public ? Mais non, nous on est pour qu'effectivement il y ait un tiers de logements sociaux dans les projets privés, mais pas en partenariat public-privé. Donc le partenariat public-privé, on voit ce que ça donne. On l'a vu notamment sur la ligne qu'on a fait pour rejoindre l'aéroport avec le train. Ça finit par coûter en moyenne 3 fois plus cher au pouvoir public que ce qui est prévu. Et en plus de ça, vous remettez la facture sur les usagers. Donc pour nous, ça c'est pas une option. Et donc qu'est-ce qui a fait maintenant qu'on est dans une situation où on est en manque de logements sociaux ? Donc, jusque dans les années 80, les pouvoirs publics produisaient encore 1000 logements sociaux par an à Bruxelles. On a vu maintenant un renversement complet de qui produit les logements dans notre région. Et donc, il y a 2/3 des logements qui sont produits par des grosses sociétés privées. Et c'est entre autres ça qui a participé à faire flamber les prix. Mais justement, par rapport à ça, vous dites qu'il faut arriver à 20% de logements sociaux publics dans le parc immobilier bruxellois d'ici 2030. Très concrètement, vous faites comment ? Eh bien donc, c'est pour ça qu'on veut, via les charges d'urbanisme, imposer un tiers de logements sociaux dans les grands projets. Donc il y a 10 pôles sur lesquels on va construire ici en région bruxelloise. C'est 15 000 logements qui sont prévus. Vous prenez un tiers, vous avez déjà 5 000 logements sociaux qui sont produits. Ça veut dire que la réponse passe par le privé. De cette manière. Ces logements, même là, sont construits par le privé. C'est eux qui financent, je précise. Donc, alors, l'autre chose qu'on veut faire aussi, c'est arrêter la vente des terrains publics comme on l'a fait avec Tour et Taxi et de pouvoir décider nous-mêmes avec les pouvoirs publics qu'est-ce qu'on produit dessus. Alors, je vais reprendre l'exemple de Vienne, donc, qui est une ville qui est quand même pas très loin de chez nous. À Vienne, il y a 60% des gens qui vivent dans des logements publics, que ce soit sociaux ou logements publics de la ville. Et donc là, en fait, ça c'est un petit peu le modèle sur lequel on veut se baser à terme, parce que vous avez du coup toutes les catégories de personnes qui se croisent dans les logements, et vous récupérez bien plus de loyers qu'à l'heure actuelle à travers rien que les logements sociaux qu'on a dans notre région. C'est un système du coup qui est viable à terme. Vous faites peut-être des investissements maintenant, mais en tout cas, c'est rentable à terme, et les finances des pouvoirs publics s'en retrouvent grandies. Zoé Genot. Mais donc je pense que le système de Vienne est un bon système, mais ils ont commencé dans les années 40. Si nous, on devait avoir 60% des logements, ça veut dire qu'on racheterait la totalité des appartements en location de la région bruxelloise. Donc ça paraît difficilement concevable, et en tout cas à court terme. Par contre, c'est clair qu'on a encore une série de zones qui nous appartiennent. Et quand on voit les projets qui sont menés à l'heure actuelle, comme à la gare de l'Ouest, on a un projet de 450 logements et seulement 72 qui sont des logements sociaux. Pour nous, il faut vraiment garder, quand on a des terrains qui nous appartiennent, il faut avoir plus de logements publics et sociaux, éventuellement faire du Community Land Trust, où là ce sont... Oui, là vous devez expliquer en quelques secondes. Exactement. Là ce sont des... On le retrouve dans plusieurs programmes d'ailleurs aussi, le développement de ce... Ça a été lancé par notre secrétaire d'État, c'est l'idée de se dire qu'il y a des familles modestes qui peuvent acheter leur appartement, accompagné socialement, mais que le terrain reste possession de l'État et que s'il y a une revente et qu'il y a un gros surplus, eh ben ce surplus reste dans les mains de l'État pour pouvoir je dirais, aider une autre famille modeste à acquérir son logement et à ne plus, je dirais, payer des loyers qu'elle perd au fur et à mesure. Mais donc pour nous, on a des terrains, il faut qu'on les utilise et on ne peut pas les céder au privé. C'est pas possible. On n'en a pas assez, on n'en a presque plus en région bruxelloise. Donc tous nos terrains, on peut faire des logements moyens, des logements sociaux, mais publics. Il faut qu'on garde la maîtrise. Geisels, des zones d'intérêt régional, c'est comme ça qu'on les appelle, qui appartiennent à la région. Et quand on entend Zoé Genot, apparemment on n'y construit pas assez de logements publics. Vous acceptez cette critique ?
Je pense qu'il faut trouver un équilibre et qu'on essaie dans chaque projet de trouver aussi le financement. Moi, je crois qu'il faut investir massivement dans tout ce qui est dépenses publiques et on le fait quand on peut le faire. Je crois vraiment qu'il y a une progression et d'ailleurs, on l'a rappelé tout à l'heure que c'est le plan Alliance Habitat a permis quand même la construction ces 5 dernières années de logements, certainement insuffisant pour répondre aux demandes auxquelles on est soumise, mais c'est une bonne évolution et donc je crois qu'il faut aller dans ce sens. Parce qu'il y a 80% de l'enveloppe qui n'est pas utilisée pour la construction des logements. Donc il n'y a pas de manque de moyens, c'est un manque on n'arrive pas à avancer assez vite, mais l'enveloppe n'est pas utilisée. Je suis d'accord, c'est pour ça qu'on a des propositions, mais on a aussi des propositions, parce que vous parliez qu'on rénove énormément, on voudrait aller plus loin dans la rénovation et notamment des travaux d'investissement pour les économies d'énergie, parce que malheureusement, beaucoup de locataires... parce que M. Weissman disait qu'on ne rénovait pas énormément et qu'il y avait beaucoup de logements qui étaient des passoires énergétiques. Qui est budgété de 540 millions d'investissements dans notre programme pour un plan sur 4 ou 5 ans de rénovation, de manière à ce que l'ensemble des logements soit amélioré et qu'on ait des économies d'énergie qui permettent d'avoir d'abord un logement plus confortable et aussi de ne pas payer des charges supérieures au montant du loyer. Alors, Emmanuel Debock, plus de logements publics dans ces terrains qui appartiennent à la région, vous dites banco ? Mais non, je dis depuis le début qu'il ne faut pas concentrer dans les quartiers. Mais là, on en est loin, dans ces zones d'intérêt régional, on en est loin. Dans les communes où effectivement on n'y est pas, il faut effectivement atteindre de plus qu'une moyenne, par exemple, de 10%. Mais ce n'est pas en les mettant juste sur un terrain. Moi, je suis par exemple pour une activation, pour faire en sorte qu'on puisse acheter aussi des logements dans les avenues où il n'y a pas de logement social, tous les 10 ou 15 logements, pour faire en sorte qu'on éclate le logement social. Une autre dimension qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, les gens vivent plus longtemps. Et il y a des politiques pour faire en sorte que les gens restent vivre chez eux plutôt que de les mettre dans des maisons de repos quand ils sont âgés. Le fait que les gens vivent plus longtemps dans leur logement fait en sorte aussi qu'il y a une préemption beaucoup plus large sur le logement. Faire en sorte que les gens finissent par, à un moment donné, rénover une partie de leur logement, la maison qui est devenue trop grande, les enfants qui sont partis, faire en sorte qu'on puisse créer des logements plus petits au rez-de-chaussée pour accueillir soit des étudiants, soit des gens qui se lancent dans la vie, soit une aide familiale, ça va permettre aussi de rencontrer une demande qui aujourd'hui en fait n'est pas rencontrée parce que ça nécessite des investissements et nous proposons par exemple une exonération des taxes pendant 5 ans pour faire en sorte que les gens puissent réaliser ces travaux d'aménagement intérieur, diviser quelque part leur logement pour faire en sorte finalement d'accueillir chez eux un certain nombre de réhabilitation de mètres carrés pour le logement. Alors il reste un peu moins de 15 minutes, je voudrais qu'on parle des aides à apporter en termes d'acquisition des logements. Pour l'instant, il y a une réforme fiscale qui a été mise en place et on ne paye pas de droits d'enregistrement sur la première tranche de 175 000 € pour l'acquisition de son habitation propre. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans ce domaine? David Weissman, dans votre programme, vous parlez d'assouplir les conditions qui donnent droit à l'abattement pour le premier achat. Vous voulez dire quoi par assouplissement? D'abord, on doit revenir sur un constat. Il y a 60% de locataires en région bruxelloise, 40% de propriétaires. Il y a quelques années, c'était l'inverse. Et c'est vraiment la priorité du mouvement réformateur. C'est évidemment encourager, soutenir à devenir propriétaire, mais également à rester propriétaire. Et donc, il y a effectivement des abattements qui ont été proposés. Nous voulons aller un peu plus loin, notamment sur les conditions liées à le fait de rester dans le logement pendant 5 ans. Il faut rester dans le logement pendant 5 ans. Nous souhaitons qu'on puisse rester dans le logement uniquement pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que finalement, on voit bien qu'il y a des jeunes ménages qui doivent pouvoir changer, qui doivent pouvoir évoluer. Alors il y a aussi deux choses. C'est qu'il y a une injustice fiscale finalement. Puisque nous souhaitons avoir un abattement ou en tout cas la suppression complète du précompte immobilier pour les propriétaires qui habitent dans leur propre logement. Ils doivent déjà payer des droits d'enregistrement, ils doivent déjà payer des taxes et ils habitent dans leur propre logement. Ce n'est pas normal de payer un précompte immobilier. Alors, on ne va pas y arriver du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on propose un abattement de 500 €. Autre injustice fiscale. On voit bien que traditionnellement, quand on arrive à Bruxelles, quand on s'installe à Bruxelles, quand on peut acheter un petit appartement, un petit studio, on l'achète, puis la famille grandit. Et il y a un mécanisme qu'on demande depuis des années qui est la portabilité des droits d'enregistrement. Ça se retrouve dans plusieurs programmes. Oui, mais c'est pas fait. Soit en tout, soit en partie. Soit en tout, soit en partie, effectivement. Et il faut que ce soit évidemment en tout, puisque c'est un frein donc, finalement. Pour qu'on explique à la portabilité, ça veut dire que quand on achète un autre bien, on ne doit plus s'acquitter des droits d'enregistrement. Du montant qui précède effectivement, qui a dû être acquitté. C'est une priorité pour nous, effectivement. Et puis à côté de ça, à côté de cette réforme fiscale, il y a effectivement des prêts à taux zéro qu'on souhaite également pour le fonds du logement, pour aider effectivement les propriétaires, en tout cas les candidats propriétaires à le devenir.
d'obtenir. Il y a effectivement un mécanisme qui a très bien fonctionné à Etterbeek, qui est ne pas vendre finalement le terrain, c'est-à-dire que quand vous achetez un bâtiment, vous achetez les briques, mais vous achetez le terrain également. Vincent de Wolf a développé cette politique-là qui permet finalement d'obtenir un logement qui est à 60% de la valeur du marché. Ça, c'est quelque chose de concret qui est une politique libérale qui a fonctionné à Etterbeek, qui devrait fonctionner dans la région bruxelloise. Antoine de Bormann, toute une série de propositions pour favoriser donc l'acquisition de logements. Vous vous y retrouvez, par exemple, quand le MR propose qu'on ne soit plus obligé de rester dans un logement pendant 5 ans, mais plutôt pendant 3 ans pour bénéficier, pour garder l'avantage de cet abattement. Donc, vous en pensez quoi? Ce qu'on veut éviter, évidemment, c'est que l'aide qu'on apporte pour l'acquisition ne soit quelque part récupérée et se traduise par une augmentation des prix. Et donc, c'est pour cela qu'il faut non seulement, et on salue évidemment cette diminution des droits d'enregistrement, on l'a voulu, c'est 22 000 € en moins lorsqu'on acquiert un logement, et il faut effectivement permettre de renforcer cette mobilité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de logements qui sont peut-être trop grands pour leurs occupants, mais si on permet de renforcer cette mobilité, par exemple, par une portabilité d'enregistrement, qui peut être totale ou partielle en fonction de différentes conditions, ça permet simplement que l'on peut libérer des logements grands pour justement répondre à des besoins de familles nombreuses. Donc oui, il faut effectivement aller dans ce sens-là. Il faut aussi soutenir la rénovation. Moi, j'ai entendu qu'il y avait effectivement des logements qui restent parfois vides. Mais pourquoi est-ce qu'ils restent vides? Parce que parfois, les propriétaires n'ont pas suffisamment là, on parle de l'acquisitif. Comment aider les gens à acquérir leur logement. Mais par rapport à cet abattement où on ne paye pas, donc, où on ne paye pas de droits d'enregistrement sur les 175 000 premiers euros, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à 200 000 ou alors avoir des critères selon les enfants à charge, etc., etc. Je reviens sur rénovation parce que c'est lié évidemment. La qualité de l'immobilier dans son ensemble détermine l'accès au logement, à la fois pour l'acquisitif et pour le locatif. Donc c'est évidemment lié. Quand on regarde pour les conditions, on peut évidemment regarder. Ce qu'il faut surtout voir, c'est adapter quelque part cette diminution des droits d'enregistrement au fur et à mesure de l'évolution du coût de la vie. Je pense que c'est ça qui est important. Alors Emmanuel Debock, vous dans votre programme que j'ai bien lu, vous prônez finalement qu'on ajoute certaines conditions, si on a des enfants à charge, etc., que l'avantage fiscal soit plus important quand on achète un logement qu'on habite, toujours. Alors, vous l'avez rappelé, on a fait une réforme fiscale à Bruxelles. Ça ne s'était jamais passé en 25 ans et elle est d'ailleurs beaucoup plus généreuse que ce que l'on trouve en Flandre et en Wallonie, puisque aujourd'hui, on offre 23 24 000 € à tout primo-acquéreur pour pouvoir acheter un logement. C'est quand même inédit. On n'a jamais offert autant pour pouvoir acquérir aujourd'hui à Bruxelles. Quand j'entends M. Wetzmann qui dit qu'il faut assouplir les conditions et finalement faire en sorte que les gens ne restent que 3 ans dans leurs biens, je ne comprends pas tellement la logique. Moi, j'aurais plutôt tendance à essayer de fixer la population. À partir du moment où vous avez une prime de 23 000 € pour acheter un appartement qui en vaut 200 000, j'aimerais quand même que les gens soient reconnaissants et puissent y loger toute leur vie. Et effectivement, la mise en place d'un mécanisme de portabilité permet, après ça, de faire passer les droits d'enregistrement sur un logement un peu plus grand. Et les gens, effectivement, économisent et puis s'achètent un deuxième bien, revendent le premier et ne payent des droits d'enregistrement que sur la différence. Ça, c'est très important. La prime de précompte immobilier, on l'a fait. Alors, elle n'est peut-être pas assez élevée pour M. Wetzmann, mais aujourd'hui, il y a 130 €, cette année-ci, 130 € de prime que la région bruxelloise offre à tout propriétaire occupant. La commune de Schaerbeek, avec Bernard Cleffailly, a rajouté 50 €. On est à plus de 200 € pour les propriétaires qui occupent leurs biens. Dans ma commune, les libéraux ont augmenté de 60% le précompte immobilier. Alors moi, je veux bien entendre les propositions libérales à la région qui veulent raser gratis pour tous, alors que la réalité, c'est qu'à Uccle, par exemple, ou dans certaines communes, on augmente la fiscalité sur le logement, et il faut savoir Une réponse rapide par rapport à cette augmentation à Uccle dont nous parle M. Debock. En fait, il y a une distinction parce que M. Debock, à son habitude, mélange tout. En fait, ici, évidemment, l'injustice, rapidement, c'est que c'est le précompte immobilier qui doit être payé par des propriétaires. Comment vous allez payer Comment vous allez payer 500 € de précompte immobilier à tout le monde? Nous sommes favorables et on se battra pour, comme on l'a fait au gouvernement fédéral pour diminuer la fiscalité sur le travail. Nous sommes favorables. Alors on va pas arrêter. On ne vous mettra pas d'accord. On ne vous mettra pas d'accord. Et tous les deux, vous avez dépassé votre temps de parole, donc je vais devoir. Oui, très rapidement. Allez, je vous donne 20 secondes. À avoir une suppression du précompte immobilier pour les propriétaires qui habitent leur logement, mais on ne pourra pas le faire complètement, et donc on propose un premier abattement de 500 €. C'est budgétisé et c'est clair. Parce que c'est une compétence, on vous a permis de répondre, monsieur. David Wetzmann, on vous a permis de répondre. 80% du précompte immobilier, c'est communal. Emmanuel Debock, on vous a permis de débattre. On ne vous mettra pas d'accord, Marc-Jean Geisel, sur cette question. Qu'on reste un peu les pieds sur terre. 22 500 €.
de cadeau fiscal pour la première acquisition. De cadeau fiscal pour la première acquisition, puisque du temps où, au gouvernement fédéral, on n'a jamais été aussi généreux avec le premier propriétaire. Donc c'est un cadeau fiscal porté par le gouvernement Vervoort. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Je veux, et nous voulons, qu'il y ait encore des rentrées dans les finances publiques pour pouvoir financer des politiques de création de logements publics. Oui, et donc on n'ira pas plus loin pour aider l'acquisitif. Attendez, on devait répondre à la demande de la personne qui nous a interpellés. Je ne pense pas qu'avec une réduction fiscale, cette dame va pouvoir trouver un logement décent. Je crois qu'il faut... Elle est dans le logement social. Elle n'est pas dans le logement social. Il faut créer des places supplémentaires dans les logements sociaux. Il faut investir dans le public. Vous avez envie de faire des cadeaux avec des conventions publiques-privées. C'est une injustice. Vous voulez réduire encore la fiscalité sur l'immobilier. Je crois qu'il faut aussi répondre d'abord à la demande pour garantir la lutte contre la précarité. Et la première lutte contre la précarité, c'est trouver un logement pour chacun à un prix décent. Et donc, pas d'avantage supplémentaire pour l'acquisitif, si je vous entends bien, M. Geisels. On a déjà été assez généreux. Qu'on a, on verra. Je pense que si on peut le faire... le gouvernement l'a fait et le fera certainement encore, mais à condition de garantir une augmentation du parc de logement social à offrir à l'ensemble des Bruxellois et des Bruxellois. Il vaut mieux baisser l'impôt pour tout le monde, propriétaires et locataires, plutôt que d'offrir des cadeaux rien qu'aux propriétaires. Il y a encore deux personnes qui n'ont pas parlé. En l'occurrence, ce sont deux femmes. Alors, Madame de Smet, vous parlez dans votre programme de révision de la fiscalité immobilière pour que les épaules les plus larges portent les charges les plus lourdes. Ça ne dit pas de chiffres, on n'a aucun chiffre. Vous voulez dire quoi très concrètement pour que les téléspectateurs comprennent? Mais la première chose que je voudrais d'abord dire, c'est que le fait que les familles maintenant n'arrivent plus à acheter leur maison, donc même la classe moyenne, payer 500 000 euros pour une maison, c'est juste pas possible. Donc vous travaillez même à deux, c'est pas tenable. Même avec une aide, effectivement, on n'y arrive pas du tout. Donc la première question pour nous, c'est d'abord de faire baisser les prix. Et je n'entends aucun parti ici autour de la table discuter de ça. Pour nous, c'est d'abord le premier problème. Et on fait comment alors, très concrètement? Pour baisser les prix de l'acquisitif immobilier, il y a effectivement l'encadrement des loyers d'une part et la production de logements abordables beaucoup plus importante que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Ça va faire pression sur les loyers, sur l'ensemble du marché et qui va avoir une répercussion après sur le prix de l'acquisitif. En fait, ça, c'est une première chose. Vous voulez nationaliser? Pas du tout. En quoi l'encadrement des loyers, c'est nationalisé? C'est une forme de nationalisation. Ce n'est pas une nationalisation. Les gens restent propriétaires de leur maison. Ça n'a rien à voir, Monsieur Deboc. Alors, par rapport à la fiscalité et par rapport à la fiscalité, s'il vous plaît. À côté de ça, du coup, mais je pense que c'est important de ne pas dissocier les deux. Mais soyez pas trop longue. Alors, pour la fiscalité, ce qu'on propose effectivement, c'est une révision du précompte immobilier. Mais contrairement à juste diminuer pour les petits, on veut quelque chose de progressif pour ne pas que les finances publiques y perdent non plus. Et donc, on va alléger pour les petits propriétaires, ça c'est clair, mais on va effectivement alors augmenter pour les gros propriétaires. Et là, je parle de gens qui ont énormément évidemment de logements en location, pour justement compenser alors l'allègement pour les petits propriétaires. Donc, pour les multipropriétaires, on augmente le précompte immobilier. Oui. C'est ça. C'est illégal. Ouais. Je vous vois perplexe. Cette fois-ci, c'est vous, monsieur de Bormann. Je serais assez inquiet, effectivement, qu'on augmente le précompte immobilier et que ça se traduise au final par une augmentation des loyers. Donc, moi, quand on parle aussi de soutien... Si l'encadrement est là, vous n'augmentez pas le loyer. On est dans le Soviet suprême, ça c'est autre chose. Mais on globalise les revenus. Si je peux juste terminer sur ceci, moi, ce que je suis suis effectivement inquiet, c'est que d'une part, il faut évidemment permettre l'acquisition et soutenir l'acquisition, y compris d'ailleurs pour des ménages à revenus moyens, comme on l'a fait avec le fonds du logement. Mais quand j'entends parler de modification de la fiscalité immobilière ou de péréquation cadastrale, en fait, qui veut dire quoi? Qui veut dire que finalement le précompte immobilier va augmenter pour toute une série de propriétaires. Là, je suis inquiet. Ça fait très longtemps qu'il n'a plus été revu, mais aussi depuis les années 70. Par exemple, Écolo l'a dans son programme. Il a plus été revu depuis les années 70. Il a été indexé. Aujourd'hui, beaucoup payent trop et beaucoup payent pas assez. Alors, sur la péréquation cadastrale, puisque vous êtes interpellé là-dessus par M. Bormann. Sur la péréquation cadastrale, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des maisons, des petites maisons qui payent plus de revenus cadastrales que des grosses maisons luxueuses. Et donc, c'est totalement injuste. Et donc, clairement, il faut revoir le système pour le rendre plus juste, parce qu'à l'heure actuelle, il ne l'est pas. La deuxième chose, c'est qu'en effet, si on veut... Qui est-ce qu'on doit aider à acquérir des logements? C'est les plus petits et les moyens revenus. Moi, je vois ma cousine, elle est infirmière, elle a 3 enfants, elle est bruxelloise, et bien elle a fini par devoir partir en Wallonie pour pouvoir acheter un logement capable d'accueillir toute sa famille. Donc là, on a un véritable problème. Et à l'heure actuelle, on a un outil
c'est le fonds du logement et cet outil est sous-utilisé. Donc il faut le financer nettement plus pour qu'il puisse donner des prêts à taux très intéressants. J'ai même entendu certains parler de prêts à taux zéro sur les réseaux sociaux. Étudions cette possibilité. Essayons d'avancer dans cette direction pour les tout petits revenus. Le plus important, c'est d'aider le plus ceux qui en ont le plus besoin. Et pour ceux qui ne rentrent pas dans les critères du fonds du logement, une classe moyenne qui continue à quitter Bruxelles, tout à fait. on fait quoi? C'est pour ça que nous... les critères, mais on n'a pas augmenté suffisamment l'enveloppe. Et donc, pour qu'on puisse effectivement rencontrer ces petits et ces moyens revenus, il faut augmenter l'enveloppe du fonds du logement. Il n'y a pas 36 solutions. C'est un outil qui fonctionne, mais il faut augmenter les plafonds. Alors, Emmanuel Debock et David Weitzman, je ne pourrai plus vous faire réagir parce que vous avez épuisé votre temps de parole. Antoine de Bourman. Non, simplement, moi je suis inquiet parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, vu le niveau de leur pension aussi, qui ont investi dans un bien immobilier pour avoir des revenus, qui ont épargné toute leur vie pour pas avoir de revenus immobiliers. Si on augmente tout d'un coup leur précompte immobilier, je pense que c'est quelque part, voilà, c'est pas juste par rapport à ces personnes-là. Mais par ailleurs, je pense aussi qu'il faut réfléchir, pas seulement sur la quantité toujours de logements. Je pense qu'ici à Bruxelles, on a vraiment besoin aussi de réfléchir au type de logement qu'on développe. Justement, à faire cette ville qui soit aussi reliante, qui met les habitants les uns en lien avec les autres. Et ça, c'est aussi une dimension, je pense, qui est extrêmement importante quand on parle de logement. Oui, Zoé Genot, vous êtes un peu en retard sur le temps de parole, donc je vais vous permettre de conclure le débat. Il reste un peu moins de 30 secondes par rapport à la réaction, une réaction par rapport à ce que vient de dire Antoine de Bourman. Comme ce qu'on a dit, il y a énormément de logements en mauvais état. Et c'est pour ça qu'on avait lancé le prêt vert, le prêt à taux zéro pour les rénovations. Parce que si on veut que les gens puissent accéder à des logements convenables, il faut vraiment aider une série de propriétaires à rénover. Et cela dans le cadre de l'encadrement des loyers. Ça veut dire que les loyers, les appartements resteront accessibles, mais ne seront plus des passoires énergétiques. Parce qu'à l'heure actuelle, au niveau de la rénovation, les propriétaires occupants rénovent, mais on ne rénove pas assez les logements qui sont mis en location. Et quand on est sur le terrain, on voit vraiment une série d'appartements qui sont vraiment des hontes. La lutte contre les marchands de sommeil, d'ailleurs, aussi, la lutte contre les marchands de sommeil doit aussi d'ailleurs avancer. Dans une série de communes, on a mis des cellules et elles font de l'excellent boulot. Voilà, on va devoir en rester là. Merci à tous d'avoir assisté à ce débat. On se retrouve demain avec une autre thématique puisqu'il sera question d'emploi.